Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un très grand film de Hong Kong, un très grand polar, probablement un des meilleurs polars hongkongais de tous les temps. Enfin, en même temps, il y en a énormément. Il y en a énormément que j'aime bien. Mais voilà, là, je viens de revoir en une plutôt bonne qualité School on Fire de Ringo Lam. Alors c'est un film que j'ai découvert assez tardivement dans la filmographie de Ringo Lam. Beaucoup de films de Ringo Lam sont sortis en France, euh, notamment bon, ceux qu'il a fait avec Van Damme, mais ça c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, c'est plutôt la période hongkongaise. Réalisateur très violent, très dur, très nihiliste sur le monde, sur la société en général. C'est probablement avec Tsui Hark et John Woo, bon, le plus grand réalisateur du cinéma de Hong Kong. Il nous a quittés en 2019 ou 2020, je me souviens plus exactement, je crois que c'était 2019. Il a réalisé un nombre incalculable de chefs-d'œuvre. Mon film préféré étant Full Contact et même City on Fire. Full Contact étant sorti chez nous, Prison on Fire également. Et donc là, je vais vous parler de School on Fire, que j'ai découvert beaucoup plus tardivement, quand j'étais à Hong Kong, et que j'ai ramené le VCD avec moi. Et en fait, ça fait partie d'une espèce de trilogie, avec donc City on Fire, sur l'histoire d'un flic infiltré, Prison on Fire, où il y a également la suite, là qui parle de l'univers carcéral à Hong Kong. Et là, on est vraiment dans le milieu, on va dire, de milieu scolaire, et notamment l'influence des triades en milieu scolaire à Hong Kong dans les années 80. Et donc le film est hyper noir, hyper nihiliste, hyper violent, à la fois ultra réaliste, à la fois dans les thèmes qu'il aborde comme dans la mise en scène. Les scènes de bagarre, de violence, de rue sont parmi les plus violentes et les plus réalistes que j'ai pu voir dans un film, tellement les acteurs, on a vraiment l'impression qu'ils sont en train de s'entretuer, hein, vraiment. Il y a vraiment ça, donc c'est très très réaliste. Euh, le casting est merveilleux et très intéressant par rapport à ce dont je vais parler. On retrouve voilà, des acteurs vraiment géniaux, notamment Roy Chung, que j'adore, qui joue le rôle du grand méchant, de l'incarnation de la triade, voilà, le grand méchant des triades de la mafia chinoise, et également tout un tas de gueules mythiques du cinéma de Hong Kong, et aussi deux figures emblématiques du monde, du film d'arts martiaux, à savoir donc Lam Shi-ying, qui vient du monde des arts martiaux, qui était cascadeur, qui vient de l'Opéra de Pékin, et qui a incarné notamment la figure du Fatsi dans les films de Guan-Chi, et qui est un peu la figure traditionnelle. Lui, il joue le rôle du flic, et de l'autre côté, on a Damian Lowe, acteur légendaire, notamment dans des wuxiapian bien connus, dans des films de sabre, qui incarne plutôt lui l'esprit chevaleresque un peu traditionnel d'antan. Et donc je pense que ces deux figures sont très intéressantes dans ce film. Alors ce ne sont pas les personnages principaux, on suit en fait la trajectoire crépusculaire et ultra violente et dramatique et tragique d'une jeune élève en fait de l'école, gangrénée par plus que la triade, mais gangrénée par l'abandon des structures sociales, sociétales, d'autorité, etc. Voilà. Il y a vraiment, on est vraiment dans un monde totalement inversé, aux valeurs complètement inversées, où en fait ces jeunes se retrouvent à l'école, mais comme dans une espèce de jungle, où toutes les figures d'autorité n'ont plus du tout, voilà, il n'y a plus aucune figure d'autorité. Le proviseur est un être totalement corrompu, les professeurs également, en tout cas ils ont totalement renoncé. Au début du film, il y a notamment un professeur qui dit ouais, bah, si vous voulez, je sais plus ce qu'il dit, si vous voulez tricher, faites-le en silence, ou voilà, pas la peine de. Voilà, vraiment il y a un renoncement. Et d'un autre côté, il y a aussi un renoncement côté du côté de la famille, avec notamment le père de l'héroïne qui est totalement dépassé par les événements, à la fois complètement con et à la fois hyper débile
Et puis la figure de la mère, la mère de la meilleure amie de l'héroïne, elle joue toute la journée, elle s'occupe pas de sa fille se prostitue, voilà, les filles se prostituent, les jeunes n'étudient plus parce qu'ils savent que de toute manière ils vont aboutir au monde des gangsters qui va leur apporter prospérité, pouvoir, les femmes, l'argent, etc. Donc ils ne travaillent plus à l'école pour ça, et finalement voilà, finalement, ça sert pas à grand chose de travailler, puisque à la sortie, le monde du gangstérisme arrivera comme ça tout seul, nous permettra de gravir les échelons. On a également le rôle donc de la police, hein, qui est complètement démunie, qui est à la fois corrompue par rapport aux grandes institutions, mais les petits commissaires, les petits inspecteurs, eux, sont complètement démunis, ils doivent obéir à des ordres complètement aberrants. Bon, en tout cas, voilà, c'est le portrait qui est dressé au début du film. Donc ça, on va dire, c'est le premier acte pose un peu les bases d'un monde totalement injuste et violent. Et on assiste comme ça à l'espèce à la fois d'une espèce de déchéance, et à la fois une espèce de douleur absolue que subit l'héroïne à travers toutes ces figures qui ont échoué. Et ce qui est intéressant en fait dans le film, c'est que progressivement, au fur et à mesure des violences, de ce qui va arriver à sa meilleure amie, de ce qui va arriver à ses amis, de ce qui va lui arriver à elle, à toutes les injustices, toute la violence, toutes les confrontations qui vont avoir lieu, de cette ultra-violence, de cette espèce d'énorme nid à merde, la civilisation, la société et la justice va progressivement renaître, mais vraiment dans la douleur, dans le sang, dans la violence. Il y a un retour d'une espèce d'autorité naturelle et traditionnelle qui va rejaillir, mais vraiment, vraiment dans la douleur. Et au prix de nombreux massacres, et de nombreux morts et de nombreuses horreurs qui vont se passer. Et ce qui est très intéressant, c'est notamment dans la dernière partie du film, qui est vraiment une partie où c'est une succession d'ultra-violence, de bagarres, où la ville devient une espèce d'énorme chaos, où les protagonistes commencent à se bagarrer dans une boîte de nuit, donc qui symbolise en fait on va dire le royaume, le trône du gangster. Et donc la scène va partir de la boîte de nuit, en fait, qui est le lieu de pouvoir du chef de triade, et progressivement son pouvoir va diminuer, mais au prix d'une bataille incessante et d'un retour à une espèce de forme héroïque d'antan. Et d'ailleurs c'est très intéressant, parce que ce qui est intéressant en fait avec la fin, c'est que les figures complètement endormies, surtout le flic, hein, le flic est vraiment une figure endormie, et le personnage interprété par le prof, lui, est un petit peu plus éveillé. Il a encore on va dire, cette espèce de défense, cette immunité naturelle contre le mal qui est encore là, et on sent qu'il a encore envie de faire renaître une sorte de justice, une justice sociale, une justice humaine, mais en même temps, il est désarmé parce que c'est simplement un prof, il n'a pas d'armes, donc voilà. Et ce qui est très intéressant avec la fin, c'est que progressivement, en fait, le chef vraiment qui symbolise le mal, qui symbolise en fait une forme voilà, la modernité. C'est un film qui est très critique contre la modernité, contre le monde moderne, et contre les structures du monde moderne, et le méchant gangster Roy Chung symbolise ça. Et progressivement, on va avoir une espèce de renaissance, on va dire, des choses naturelles. Et la figure du flic va se révéler au fur et à mesure. Il va redevenir enfin policier et appliquer la justice. Le professeur va enfin se révéler et avoir les couilles de protéger réellement ses élèves. Et les deux élèves, donc la fille et puis parce qu'il faut savoir que la fille est tombée amoureuse progressivement d'un des membres. Enfin, je crois qu'il fait partie de son école, mais c'est aussi un membre de la triade.
Donc il y a vraiment cette notion aussi du couple qui doit survivre à l'assaut du méchant, à l'assaut final du méchant. Donc on a vraiment en fait toutes les figures traditionnelles en fait à la fin qui sont mises à mal et qui essayent tant bien que mal de remonter à la surface et de survivre. Le couple, la famille à travers le père dans la scène, pas la scène toute finale mais la scène d'avant, la figure du professeur et la figure du policier. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas exactement ce que pense Ringo Lam idéologiquement, politiquement. Je crois que c'était un mec très nihiliste, très négatif sur l'espèce humaine et qui était plutôt voilà, qui était plutôt, je dirais anarchiste, mais je suis pas sûr. Et en tout cas, on sent qu'il nous dit à travers le film, finalement, toutes ces figures traditionnelles qu'on a un petit peu détruites, bah finalement, en fait, on les a détruites pour ce résultat-là, ce qui est absolument aberrant. Peut-être qu'on est allé trop loin. Voilà, le film pose plein de questions. Je dis pas qu'il dit forcément ça, mais le film pose des questions, moi, qui m'intéressent vraiment aux figures héroïques, traditionnelles, etc. Et principalement dans le monde moderne. Et je trouve ça passionnant à Hong Kong, dans le cinéma de Hong Kong principalement, dans la mesure où c'est le peuple chinois qui est par essence une vieille civilisation très traditionnelle encore aujourd'hui, avec des figures héroïques, avec cet amour de la patrie, de la famille, voilà, très confucéen, etc., se retrouve dans un monde capitaliste où c'est chacun pour soi, où tout le monde exprime une espèce d'individualisme et un narcissisme absolu, un renoncement à tout pour de l'argent, pour du pouvoir ou pour simplement qu'on le laisse tranquille, ou simplement pour survivre. Et ben, j'ai toujours trouvé que le cinéma de Hong Kong, et notamment à travers le polar, était intéressant pour ça, parce qu'il convoque systématiquement des figures traditionnelles et il les confronte au monde moderne. Et c'est encore plus intéressant dans un système comme Hong Kong, puisque Hong Kong était notamment c'était un espace qui se situait à la fois en Chine et en dehors de la Chine, qui était en fait c'était une colonisation où vivaient des Chinois, traditionnellement ancrés dans une culture, dans des mœurs, dans des traditions, etc., mais dans un mode de vie totalement moderne, totalement capitaliste, démocratique, et où en fait on sent qu'à travers les œuvres comme ça qu'il y a une espèce de perte de repère. On sent que le Hongkongais, l'habitant de Hong Kong, le chinois de Hong Kong est principalement perdu parce que ces deux mondes sont quelque peu irréconciliables, ou en tout cas, on ne peut pas les réconcilier de cette manière-là. C'est beaucoup trop brutal. Et c'est notamment pour ça qu'il y a des très 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 grands polars, qui sont à la fois des polars, des films de gangsters et des drames sociaux. Quand on prend des films comme j'ai cité, pour moi c'est peut-être parmi les trois meilleurs, mais ce film-là, donc School on Fire, L'Enfer des armes, dont je vais vous faire une vidéo, qui est un chef-d'œuvre absolu, qui est mon Tsui-Hark préféré, avec Zhu, mais qui est vraiment mon Tsui-Hark préféré, et un film comme Man on the Brink, par exemple, qui sont vraiment des films qui dépeignent, je pense, très profondément. Alors il y en a d'autres, j'aurais pu parler il y a plein d'autres films hyper puissants qui parlent de la confrontation entre la tradition et la modernité. Il y a Fin à l'affaire, Syndicat du crime. Il y en a vraiment beaucoup, il y en a énormément. Mais là, je pense souvent à ces trois-là parce que je pense que c'est peut-être ceux qui vont le plus loin, je trouve. Et d'ailleurs, je crois que la critique n'a pas été hyper tendre avec eux. Les films se sont fait censurer. Enfin, voilà, ça ne crée pas un climat d'apaisement. Ce sont des films vraiment avec un côté viscéral. Et qui vont vraiment il y a un côté subversif vraiment et qui dénonce tout un système, mais pas uniquement de manière manichéenne en fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout le monde en prend un peu pour son grade. Il n'y a pas vraiment ce côté, on peut pas dire que ce soit un film de droite ou un film de gauche, c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est pour ça d'ailleurs que ce sont des films intéressants, parce que ce sont des films ultra complexes. Il y a à la fois voilà c'est à la fois du drame social,
Et puis à la fois, il y a un côté hyper réactionnaire aussi dans ce que j'ai dit par rapport aux personnages d'autorité naturelle et traditionnelle qui rejaillissent dans une société complètement pourrie. Donc c'est très intéressant, voilà, c'est très intéressant. Finalement, je vous ai pas spécialement parlé de comment ça a été fait, pourquoi. Bon, ça m'intéresse pas trop. Avec des films d'une telle puissance, bon là, j'interprète la chose à ma manière parce que ça me touche directement. Il y a peut-être d'autres manières d'interpréter le film. N'hésitez pas à commenter pour ça. Mais en tout cas, voilà, œuvre fondamentale qui, je l'espère, arrivera prochainement chez nous parce que c'est vrai que c'est un film qui n'est jamais sorti en France, je crois. School on Fire, contrairement à City on Fire et au Prison on Fire. Voilà, moi j'adore City on Fire, c'est peut-être mon préféré des trois, mais je dois quand même dire que celui-là, c'est quand même le plus profond, le plus puissant et le plus subversif. Donc voilà, je vous encourage. Voilà, ça fait partie encore une fois de l'âge d'or du cinéma, donc ça fait très très longtemps que je voulais en parler. Mais voilà, donc c'est chose faite. Je vous laisse là-dessus, je vous embrasse, je vous dis encore merci de m'avoir écouté, merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt.